J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté, que vous êtes en forme serein. En ce 8 janvier 2026, le rideau est enfin tombé. Une attente interminable a pris fin, un suspense étiré sur près de 2 semaines enclenché depuis ce fameux 26 décembre 2025 et qui n'a cessé de tenir tout le monde en haleine. Cela fait plus de 12 jours que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, patron de l'institution militaire et ministre délégué à la défense nationale SAA, n'avait pas fait d'apparition publique, alimentant ainsi énormément de rumeurs de controverses et de spéculations sur ses relations ou sur de supposées tensions qu'il aurait opposées à Abd Majitou, le président de la République. Aujourd'hui, le 8 janvier 2026, Abdid a convoqué une réunion du Haut Conseil de sécurité nationale. Il l'a présidée en présence de Cheng et de l'ensemble des responsables des services de sécurité, ainsi que des ministres les plus importants du gouvernement. Il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, mais aussi le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, le général Hassan. Il y avait également le patron de la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, le général Serre. Était aussi présent le patron de la gendarmerie nationale, le patron de la police, Ali Badaï, ainsi que le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Donc tout le monde était présent aujourd'hui à cette réunion qui, selon un communiqué de la présidence de la République, avait un ordre du jour très simple, voire simpliste même, puisque cette réunion du Haut Conseil de sécurité nationale était consacrée au bilan de l'année 2025 et à la prospective de l'année 2026 concernant la défense nationale, la situation aux frontières avec les pays du voisinage et la situation sécuritaire générale à l'intérieur du pays. L'argument qui justifie la tenue de cette réunion du Haut Conseil de la sécurité nationale ne tient pas debout. S'il voulait faire un bilan de l'année 2025, il aurait pu le faire en tête-à-tête, ou il aurait pu le faire en tête-à-tête avec certains responsables des services de sécurité, en les accueillant les uns après les autres à la présidence de la République. Il faut savoir que les activités du comment, on appelle ça les activités du Conseil de sécurité nationale, sont encadrées, sont bien précisées, etc. Le Haut Conseil de sécurité se réunit pour des motifs sécuritaires, des motifs purement sécuritaires. Il devrait y avoir un problème de menace par rapport à la sécurité nationale, un problème diplomatique ou géopolitique avec un pays voisin. C'est une instance très sensible. Le décret qui régit le Haut Conseil de sécurité nationale, ou ce qui est appelé couramment le Haut Conseil de sécurité, a été publié au début du mois de janvier 2022 au niveau du journal officiel, et ce décret explique très bien que le Haut Conseil de sécurité se réunit sur convocation du président de la République selon des cas précis, soit en session ordinaire, chaque fois que de besoin, pour se prononcer sur toute question relative à la sécurité nationale. Soit également en ce qui concerne l'intérêt du pays à l'étranger, notamment la participation de l'armée nationale populaire aux missions de sauvegarde de l'ordre public. Hors les situations d'exception, on y traite des questions et des affaires relevant de la politique de défense du pays, ainsi que des consultations référendaires portant sur des questions de nature fondamentale. Il s'est réuni également en session ordinaire pour, je lis le décret, examiner les situations résultant des catastrophes et des pandémies, ainsi que leurs conséquences sur la sécurité du pays et de la population, ainsi que les menaces ou attaques graves dirigées contre le système névralgique du pays et les atteintes à la sécurité cybernétique. Les réunions en session ordinaire du Conseil prévoient aussi l'examen des menaces et des phénomènes portant atteinte à la sécurité, à la quiétude
et au bon déroulement des événements nationaux importants, ainsi que toute question ou situation autre que celle mentionnée ci-dessus, et revêtant un caractère sécuritaire ou une importance avérée pour l'État ou pour la population. Donc, il y a des cas. La majorité des réunions du Conseil de sécurité sont des cas de réunion ou de session ordinaire. Il y a des cas de session exceptionnelle pour se prononcer sur l'instauration et la cessation des situations d'exception prévues aux articles 97, 98, 99 et 100 de la Constitution. Donc des réunions de bilan, ça n'existe pas réellement pour un Conseil de sécurité nationale ou pour un Haut Conseil de sécurité nationale. Pour un Haut Conseil de sécurité, faire le bilan de quoi ? Un bilan aurait pu être communiqué rapidement aux services concernés, notamment aux services de sécurité. Les instances sécuritaires dits concernées auraient pu chacune fournir un bilan à la présidence. C'est rare de faire une telle réunion, c'est pratiquement, pour dire la vérité, un argument qui n'est pas convaincant, pas du tout convaincant. D'autant plus que le Haut Conseil de sécurité dispose en Algérie d'un secrétariat chargé de collecter, de centraliser et d'exploiter les informations et les documents nécessaires à la préparation des travaux du Haut Conseil de sécurité. En sus de préparer ces réunions et les éléments de décision du président du Haut Conseil de sécurité, ce secrétariat est chargé de notifier ces décisions et d'en suivre l'exécution. Donc il y a un secrétariat qui est chargé normalement de communiquer toutes les informations nécessaires aux membres du Haut Conseil de sécurité. Je rappelle qu'en Algérie, les membres du Haut Conseil de sécurité sont le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le chef de l'armée nationale populaire, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, le patron des services, les 2 patrons des services secrets algériens et le patron du renseignement militaire, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République. Ça, c'est Abdou qui l'a imposé. Alors que fait le directeur de cabinet du président dans des réunions du Haut Conseil de sécurité qui planche uniquement sur des dossiers sécuritaires? Un directeur de cabinet, est-ce qu'il a particulièrement des compétences sécuritaires en la matière ou est-ce qu'il peut faire valoir des compétences particulières pour aider les décideurs en charge des dossiers sécuritaires à prendre des décisions? Naturellement, non. Mais B voulait imposer Bohem, son directeur de cabinet, pour marquer son pouvoir et pour imposer son pouvoir. C'est justement une démonstration de pouvoir que Tebboune a réalisée à la suite de la réunion de ce jour, de ce 8 janvier 2026. Cette réunion, elle vise uniquement à démontrer aux Algériens et aux Algériennes qu'il n'y a pas de problème entre Cheng et c'est l'objectif de cette réunion. Je vous le dis, il n'y a ni bilan ni prospective pour l'année 2026. Le bilan de quoi ? Il y a un secrétariat, il y a déjà eu des travaux. Abdid peut coordonner avec l'ensemble des services. Il aurait pu se rencontrer en tête-à-tête pour parler du bilan, etc. Il n'y a pas de réunion de bilan. C'est une réunion, c'est une démonstration de force à travers laquelle Abdou a voulu affirmer et mettre en valeur l'unité du régime derrière lui. Cheng refait donc son apparition après une disparition qui avait suscité beaucoup de spéculations. Et depuis 48 heures, voire 3 jours, sur les réseaux sociaux des rumeurs, annonce le placement sous enquête ou sous interdiction de sortie du territoire national de Boalin. Directeur de Kaboun, qui était là, qui était présent aujourd'hui, des rumeurs annoncent des tensions fortes et violentes entre Teb et Changa à propos de la révision constitutionnelle que Tebboune veut imposer et est le but ultime
et de permettre à Toon de rester pendant des années supplémentaires au pouvoir, comme on l'a expliqué précédemment dans une précédente émission. Jusqu'à savoir qu'au lieu de quitter le pouvoir en 2029, il voudrait rester jusqu'en 2031. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs et d'informations concernant les tensions supposées entre Thèbes et Shangri-La, et cette réunion est une réponse à ces rumeurs-là. Quelle est maintenant la vérité ? Bien sûr, une réunion ne signifie pas que les images de cette réunion qui ont été diffusées par la PS et la présence de Saha peuvent ne pas signifier pour les plus sceptiques qu'entre les deux hommes il n'y a pas de problème. Alors une mise au point s'impose. Les informations selon lesquelles Balan et 4 autres conseillers de TB auraient été mis sous passeport ou auraient subi des changements sont complètement fausses, totalement fausses. Shangri-La contrôle la justice militaire, il contrôle le renseignement militaire. Il est pratiquement impossible pour le renseignement militaire et la justice militaire d'impliquer les conseillers d'Abdelmajid Tebboune qui ont des titres, des passeports diplomatiques, qui exercent des fonctions importantes et qui sont protégés par un décret datant de 2023, leur accordant des prérogatives et des super-pouvoirs importants. Il n'est pas possible que quelqu'un seul ait décidé de les placer sous le CSTN. C'est une rumeur infondée. Concernant son absence, est-ce que Saïd Shangri-La aurait boycotté ou boudé Abdelmajid Tebboune ? Les informations que nous avons pu confirmer indiquent que Saïd était fatigué. Il était fatigué, un peu malade, mais cela ne signifie pas qu'il était gravement malade. Il était simplement épuisé. Il avait demandé et pris 5 jours de repos afin de s'éloigner un petit peu. Il est parti dans sa région natale, El Kantara, du côté de Biskra, entre Bousaada et Batna. Il aurait passé les fêtes de fin d'année en famille, dans une ferme qu'il possède. Il a une ferme du côté de Kantara. Kantara est une région très connue. C'est une très belle région à la fois enchanteresse et magnifique. Les fameux balcons de Kantara, autrefois appelés Gantra. El Kantara est situé à 52 km au nord de Biskra et à 62 km au sud-ouest de Batna. La région est très connue notamment pour les balcons de Roufi. Ce sont de célèbres balcons naturels offrant un panorama à couper le souffle. On y observe un paysage où se rencontrent la plaine, la fin du Nord et le début du Sahara. C'est le début des oasis et la fin de la steppe ou des collines du Nord. C'est véritablement un mariage de paysages, le désert qui tente d'avancer et la verdure du Nord, les collines du Nord du pays qui tentent de le stopper. Ce contraste crée un mélange très magique. C'est une région extrêmement belle. J'ai eu personnellement le plaisir et l'immense honneur de la visiter à ma reprise. C'est vraiment très beau. C'est donc à El Kantara que Saïd Shangri-La a passé les fêtes de fin d'année. Il n'était pas en déplacement à l'étranger, contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire. Était-il malade ? Certainement, il était fatigué, épuisé. Mais cela ne signifie pas autre chose. A-t-il boycotté Abdelmajid Tebboune ? Aucune preuve. Nous n'avons trouvé aucune information fiable démontrant ou appuyant cette thèse. Il faut que les Algériens comprennent une chose. Il existe des manipulateurs et des lobbies qui tentent de détourner l'attention des Algériens. Ils essaient de faire croire que la solution aux problèmes du pays viendrait d'un conflit ou qu'un conflit pourrait éclater et faire exploser le couple au sommet de l'État. Il faut savoir qu'il s'agit d'un véritable duo. Dans ce duo, il existe des protocoles de coopération et une véritable alliance. Alliance ne signifie pas qu'ils sont d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord sur tout. D'ailleurs, même dans un couple, entre un homme et une femme, il n'y a jamais une harmonie totale sur toutes les questions de la vie. Il y a toujours des désaccords, des avis différents, des analyses divergentes. Ils peuvent avoir certaines positions différentes, mais ces divergences restent mineures par rapport aux points communs fondamentaux qui les unissent. Il faut savoir que Tebboune et Shangri-La sont très solides, des alliés
extrêmement solides. Comment se passe leur relation? Afin de couper court aux rumeurs, nous avons procédé à des vérifications pendant plusieurs jours pour comprendre s'il existait réellement un problème. À l'heure actuelle, il ne peut pas y avoir de problème. Immédiatement, il ne peut pas y avoir de problème. Pourquoi? Parce que Tebboune a toujours tenu compte de l'avis de Chengria. Il l'a toujours consulté sur les questions régaliennes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la sécurité nationale, l'armée et les questions de défense nationale. Abdelmadjid Tebboune a toujours respecté l'autonomie de Chengria. Il ne se mêle pas du fonctionnement interne de l'institution militaire. Il ne s'en mêle ni énormément ni excessivement. Il n'a jamais cherché à faire de l'ombre à Saïd Chengria au sein de l'armée. Chengria dispose de pleins pouvoirs au sein de l'armée nationale populaire. Lorsque des généraux ont été emprisonnés, incarcérés et condamnés à des peines de prison ferme lors des arrestations et des purges, cela concernait près de 300 officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Ces officiers ont été emprisonnés, incarcérés et condamnés à de lourdes peines de prison ferme dans le cadre d'une purge très brutale menée par Chengria. À aucun moment Tebboune ne s'est opposé à cette purge. À aucun moment il n'a exigé la libération de tel ou tel officier. Il n'a jamais dit « il faut relâcher celui-ci ou celui-là ». Dire le contraire est totalement faux. Les deux hommes sont d'accord. Ils sont les deux faces d'une même médaille, les deux faces d'une même pièce de monnaie. Ils sont tous les deux autoritaires. Aucun des deux ne croit à la démocratie. Ils ont voulu étouffer le Irak, le neutraliser et cherchent à empêcher son retour. Ils ne croient bel et pas aux libertés d'expression. Ils veulent un contrôle total des libertés publiques et individuelles. Ils sont favorables à un autoritarisme absolu dans la gouvernance du pays. Ils ont exactement la même vision du monde, véritablement la même vision du monde. Ce sont deux hommes que l'histoire a réunis à un moment donné. Comme le dit l'expression française, « qui se ressemble, s'assemble ». C'est exactement le cas de Tebboune et Chengria. Certaines sources tentent de nous faire croire que Chengria serait contre Tebboune et voudrait se retourner contre lui. Mais pendant le deuxième mandat qui a soutenu Tebboune, c'est Chengria. Il a été l'un des plus fervents défenseurs du deuxième mandat. Et après ce deuxième mandat, qui a élevé Chengria au rang de ministre délégué, c'est Abdelmadjid Tebboune. C'est Abdelmadjid Tebboune qui a accepté toutes les promotions et toutes les nouvelles nominations demandées au sein de l'armée par Saïd Chengria au lendemain du deuxième mandat. C'est Abdelmadjid Tebboune qui a validé le départ du général-major Atamna à la tête du commandement des forces terrestres. C'est aussi la mise à la retraite du patron de la garde républicaine, le général de corps d'armée, Ben Ali Ben Ali. Il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites par Tebboune et Saïd Chengria, comme il y a eu énormément de concessions qui ont été faites par Saïd Chengria. Tebboune, Saïd Chengria ne se mêlent pas du tout des questions économiques. Comme Tebboune ne se mêle pas des 18 milliards. En Algérie, on parle de précaré les 18 milliards. Le précaré de Saïd Chengria Tebboune ne le piétine pas. Chengria ne piétine pas non plus le précaré de Tebboune. Toutes les questions qui relèvent de la gestion économique, de la gestion financière ou de certaines questions de relations internationales, etc., Tebboune est complètement souverain, mais les deux discutent. Alors ça arrive que les deux ne soient pas d'accord. Ça arrive. Il y a eu des cas où les deux n'ont pas été d'accord. Il y a eu des cas sur la nomination de certains premiers ministres, sur la position que devrait adopter l'Algérie sur certaines questions et certains dossiers géopolitiques. Sur la gestion sécuritaire de certains dossiers politiques, sur des questions de sécurité nationale, sur des questions de réorganisation des appareils militaires et des appareils sécuritaires les plus importants du pays. Il y a des moments, il y a eu des cas de divergence.
Il y a eu des cas de divergence. Ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit. Mais il ne faut pas imaginer que Saïd Chengria peut venir taper à la porte d'Abdelmajid, lui donner des ordres, l'engueuler ou se montrer sévère contre lui. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible. Il ne faut pas non plus imaginer que Tebboune le traîne dans la boue, lui manque de respect. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais vraiment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les deux hommes ont des rapports beaucoup plus harmonieux. Enfin, ils ont des rapports harmonieux. Les sujets de dissension sont vraiment insignifiants quand on les compare aux sujets de convergence qui unissent les deux hommes. Ils ont la même vision du présent et de l'avenir de l'Algérie. Je vous le répète, les deux sont pour l'autoritarisme absolu, les deux sont contre la démocratie. Les deux sont pour le contrôle des libertés publiques et individuelles. Les deux ont été hostiles et méfiants envers le Irak. Les deux sont anti-marocains, par exemple, pour donner l'exemple des problèmes avec des pays du voisinage. Les deux sont pour une Algérie qui doit être une puissance régionale et qui doit avoir de l'influence sur les pays voisins. Après, sur certaines questions, par exemple, sur la crise entre l'Algérie et la France, Chengria n'était pas d'accord. Il n'a pas approuvé toutes les actions anti-françaises menées. Encore une fois, sur des choix de certains premiers ministres, sur certains incidents sécuritaires, sur certains sujets sécuritaires ou politiques, il marque parfois sa différence. Maintenant, il y a le problème de la révision de la Constitution. Est-ce qu'il était contre ? C'est probable, mais le mot « contre » est exagéré. C'est possible qu'il ait dit « Bon, écoute, ce n'est pas le moment, le pays traverse une situation délicate. Ça peut révolter la population. On peut avoir à gérer des mouvements de foule, des opposants, des puissances étrangères pourraient s'emparer de ce sujet pour nous déstabiliser. Ce n'est pas le moment peut-être qu'il faut voir ça plus tard, etc. Peut-être qu'il l'a fait. C'est ce qui explique pourquoi ce projet a peut-être été reporté. Ou peut-être que les deux ont voulu tellement, ils s'entendent très bien, organiser eux-mêmes une mise en scène pour sonder ce qui se passe au sein du système. Est-ce qu'au sein du régime, il y a un consensus autour du prolongement du pouvoir de Tebboune ? Il n'y a pas de consensus, mais l'absence de consensus n'est pas à cause de Chengria. C'est parce qu'au sein de l'institution militaire et des services de sécurité, on craint le même scénario qu'en 2019. Qu'un prolongement du pouvoir de Tebboune replonge l'Algérie dans la même crise institutionnelle et politique qu'elle avait connue en 2019. Chengria n'est pas tout seul au sein de l'armée. Il y a des chefs de région, un état-major, des chefs de corps, il leur parle, etc. Il est autoritaire, très autoritaire, mais il écoute quand il s'agit de questions très sensibles. Il écoute, on lui fait des rapports. Il demande même des rapports à des anciens ministres, à des anciens dirigeants qui étaient au pouvoir. Des personnes auxquelles il accorde de la crédibilité, du respect et une certaine considération. Donc il essaie de se faire sa propre opinion. Ça lui arrive de consulter, mais les deux sont tellement autoritaires qu'à la fin, ils imposent leur point de vue tout en essayant de se ménager. Rappelons-le, quand Tebboune était malade et hospitalisé en Allemagne, Chengria n'a jamais essayé de le destituer. Bien sûr qu'il n'était pas fort à ce moment-là. En plus, Chengria n'a pas les mêmes pouvoirs que Gaïd Salah. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs de région ne lui sont pas acquis à 100%. Il n'a pas nommé tous les chefs de région. Il y a encore des chefs de région qui existaient à l'époque de Gaïd Salah depuis son arrivée au pouvoir fin décembre 2019. Il y a encore des militaires et des hauts gradés de l'armée qui ont des relations directes avec Abdelmajid Tebboune et qui ont de bonnes affinités avec lui. Chengria n'est pas Gaïd Salah. Il n'est pas aussi populaire ni aussi fort au sein de l'armée que Gaïd Salah. Gaïd Salah a eu 15 ans pour travailler son image et imposer ses réseaux. Ensuite, il y a eu l'affaire de la cocaïne du port d'Oran qui lui a permis de rebondir et de monter en puissance.
Shangri-La monte en puissance, mais de façon contrôlée, graduelle. Et il y a un véritable équilibre entre lui et Abdelmajid Tebboune. Maintenant, est-ce que ce duo peut être divisé, peut être séparé? C'est possible dans une seule situation. Moi, je n'ai identifié qu'une seule situation. S'il y a des troubles à l'ordre public, s'il y a un retour de la contestation, s'il y a une révolte populaire, là, peut-être il sera forcé, contraint, de lâcher ou de remettre en cause, de mettre fin à son alliance avec lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le pays, qu'on le veuille ou non, il y a une opposition qui est emprisonnée, persécutée, contrôlée, réprimée, etc. Mais le régime tient le pays. Il n'y a plus de contestation populaire, il n'y a plus de manifestation. Pourquoi voulez-vous que Shangri-La lâche? Maintenant, on va réfléchir à d'autres points de vue. Pourquoi voulez-vous que Tebb lâche? Il l'a soutenu pour le 2e mandat. Il lui a domestiqué l'armée, il a fait une purge. Il s'est débarrassé de plusieurs généraux qui auraient été ambitieux, carriéristes, etc. Et puis, c'est un problème de remplacement. Le remplacer par qui? Le remplacer par qui? Et qu'est-ce qui garantit que le remplaçant de Shenga ne va pas savourer le pouvoir, ne va pas trop aimer, trop goûter au joug du pouvoir? Il pourrait se retourner contre lui. Avec Sheng, au moins, il sait à quoi s'attendre. Il a testé. Ils ont vécu ensemble pendant 5 ans, de la fin de 2019 jusqu'à 2025. 6 ans maintenant, ils entament leur 6e année, ils se connaissent bien. Donc pourquoi voulez-vous que Tebboune essaye, teste ou place un autre chef d'état-major à la tête de l'armée? Il prendrait le risque de voir apparaître un problème avec lui plus tard. Ou que le nouveau chef d'état-major pourrait lui faire un coup d'état ou pourrait s'émanciper de son emprise, etc. Au moins, avec Shanga, il sait qu'il a le contrôle. Et Shanga sait qu'il a le contrôle. C'est un duo gagnant. Tant qu'il n'y a pas de révolte populaire, tant qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, tant que la situation reste ainsi, tant qu'il n'y a pas de contestation populaire de très grande ampleur, ce duo va se maintenir. Et je ne crois pas, moi, à ces dissensions, ni à l'effritement de ce duo, ni aux dissensions qui nous sont rapportées. Ils ne sont pas d'accord sur tout, encore une fois. Et ça, c'est normal, Mais je crois que le système aujourd'hui, le régime actuel, ne va pas s'aventurer à s'auto-saboter ou à s'auto-déstabiliser, alors que ça marche entre Tebboune et Shing. Ça marche. Le pays est tenu. Maintenant, l'avenir, oui, la succession de Tebboune va poser problème. Elle va poser problème comme la succession de Shengel-A va poser problème aussi pour Tebboune. Mais on est en 2026, il reste encore 3 ans pour le mandat de Tebboune. À partir de 2027, effectivement, la question se posera, qui va partir le premier? Est-ce que Saïd Changaboun s'il reste? Est-ce que les deux sont prêts à rester tous les deux? Ou est-ce qu'il y aura un accord? Shangri-La prolonge à la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire et Tibbon va prolonger. Sauf que Shing n'est pas limité par la constitution. Tibbon, lui, est limité par la constitution. Donc quel sera l'accord? Il est encore tôt pour le moment pour se prononcer sur les scénarios à venir. Parce que la conjoncture internationale et ses conséquences sur la situation interne en Algérie pourraient rapidement faire évoluer les rapports de force au sein du régime algérien. Mais aujourd'hui, ça a été une démonstration de force pour le régime Tebboune, qui a voulu donc apporter un démenti et qui a voulu donc réunir tous les responsables militaires et sécuritaires autour de lui, pour dire qu'il n'est pas un chef contesté et que le régime ne s'effrite pas. Il y a encore bien sûr des désaccords. La question du changement de la Constitution est encore sensible et délicate. Mais je ne pense pas qu'elle sera menée en 2026. Tebb a compris que c'est un risque trop grand, un risque majeur qu'il prendrait en s'aventurant sur ce terrain miné.